première vidéo d'une série de 2 vidéos consacrées aux interactions des objets en C++. Alors voici un petit diagramme où on a 2 classes, la classe voiture et la classe moteur. Et dans la classe voiture, on aura une méthode accélère et dans la classe moteur, une méthode vroom. L'idée étant que quand je vais appeler la méthode accélère de voiture, le moteur lié à la voiture fera vroom. C'est ça l'idée. Donc les 2 classes sont en interaction avec un lien fort permanent, parce que voilà, on ne change pas de moteur comme ça, vous êtes en train de rouler, vous ne changez pas votre moteur. Donc c'est lié, c'est votre moteur à vous dans votre voiture. Donc c'est un lien fort et permanent, dit d'association. Et les informations, les commandes vont de voiture vers moteur. Et donc dans le code de la classe voiture, il faut avoir l'information dedans, comme de quoi, mais oui, mais qui est le moteur, qui est mon moteur, où est-ce qu'il est? Et pour ce faire, il y aura donc un attribut dans voiture qui permettra de dire où est le moteur. Et donc ce type d'association, on appelle ça une agrégation. Et en code, voilà ce que ça donne. Donc commençons d'abord par décortiquer la classe voiture, qui est ici. Donc on voit que la classe voiture a comme attribut privé un pointeur, donc un pointeur, puisqu'il y a l'astérisque, qu'on appelle engine, donc son attribut c'est engine, et c'est un pointeur de moteur. Donc ça contiendra l'adresse d'un moteur. Et on voit d'autres choses. Que voit-on? On voit le constructeur de voiture qui recevra un pointeur de type moteur, qui permettra d'initialiser son attribut engine avec l'adresse du moteur correspondant. Et on voit la méthode accélère qui appellera la méthode vroom du moteur lié à notre voiture. Et dans la classe moteur, qu'est-ce qu'on a de particulier? On a l'attribut régime qui est un entier. Quand on a le constructeur du moteur, qu'on crée le moteur, le régime vaut 0. Et quand on appelle la méthode vroom, on incrémente le régime de 100 unités. Voilà. Apparemment, c'est un moteur qui fait qu'accélérer, et il décélère jamais dans mon exemple, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc, le lien se fait par l'attribut privé qui est dans voiture, donc qui est un pointeur vers un moteur. Alors il y a aussi l'association de type composition. Donc le moteur, il n'y a rien qu'à changer, c'est le même code. Et ce qui change, c'est que dans voiture, regardez, l'attribut engine, là, de type moteur, c'est plus un pointeur. C'est plus un pointeur, ce qui signifie que quand on va créer une voiture, le moteur va être à l'intérieur de la voiture. Donc c'est pas comme précédemment. On a un objet voiture, un objet moteur, donc on doit d'abord créer le moteur. Dans notre mail, on crée le moteur, donc sur l'exemple d'avant. Et quand on crée notre voiture, on dit ton moteur, il est là. Ici, dans l'exemple de ce calque-ci, quand on crée une voiture, comme ici, c'est directement un objet de type moteur qui s'appelle engine, qui fait partie des attributs de voiture, quand on va faire un new voiture, on va automatiquement créer un moteur à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est engine.vroom plutôt que engine/vroom comme dans le calque précédent. Ici, on travaille directement sur l'objet engine qui est un moteur. Et ça s'appelle une composition. Et du coup, dans cet exemple-ci, si la voiture explose, le moteur explose avec. Voilà. La durée de vie de l'objet engine correspondra à la durée de vie d'un objet qui sera fait de la classe voiture. Donc ils sont liés pour la vie ensemble. En fonction du logiciel que vous faites, ça peut être intéressant ou pas. Imaginez que c'est un jeu de course de voiture, oui, c'est intéressant de faire comme ça, parce que quand la voiture explose, le moteur, vous en faites rien. Par contre, si c'est un soft qui simule, je sais pas moi, ce qu'on fait vraiment avec des voitures dans un garage, vous pouvez avoir une voiture qui est naze, mais on récupère le moteur pour le mettre dans une autre voiture. Faire ça avec ce type d'association, c'est pas possible, parce que si vous dégommez une voiture, vous dégommez son moteur avec. Donc tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Alors dans l'exemple ici, vous voyez qu'ici, on n'a pas le même type de flèche entre les 2 classes. On a une flèche pointillée. Ce n'est pas une association, c'est une dépendance de classe.
Donc si on regarde le code de la classe joueur, à un moment donné, il y a une méthode dont le joueur s'est shooté et il reçoit un pointeur qui s'appelle balle, qui contiendra une adresse de type ballon. Et puis, il frappera dans l'adresse de la balle qu'on lui a passée. Donc, voilà, vous êtes quelqu'un, vous voulez shooter dans une balle, bah, vous ne shootez pas dans la même balle toute votre vie, quoi. Vous pouvez shooter dans une balle rouge, une balle bleue, une autre balle, piquer la balle de votre voisin, shooter dedans. Voilà, vous n'êtes pas, votre pied n'est pas lié à une seule balle pendant toute votre existence. Et donc, typiquement, ce qu'on va utiliser, c'est une dépendance. Enfin, dans ce cas-ci, c'est pas une association, c'est uniquement pendant la durée d'exécution de la méthode que votre joueur connaîtra l'adresse d'une balle et pourra l'utiliser. Après, en dehors de ce code-là, il fait rien, la balle. Une fois que vous avez shooté dans la balle, bah, vous la touchez plus, vous avez shooté. Après, elle fait sa vie, la balle. Donc, ça, c'est pas une association forte comme dans les exemples précédents. Les objets de type joueur pourront communiquer avec des objets de type ballon comme dans les exemples précédents, mais c'est pas une association permanente. C'est une interaction, et on dit qu'il y a une dépendance de classe, parce que, comment je veux dire, s'il y a une modif dans ballon, ça peut avoir une application sur la classe joueur, donc il y a une dépendance entre les deux. Voilà. Donc la classe joueur dépend de la classe ballon. Bah, en l'absence de classe ballon, il n'y aurait pas de méthode jetée au niveau du joueur. Voilà. Donc ce qui prouve qu'il y a une dépendance. Par contre, qu'il y ait un joueur ou pas, ballon fait sa vie. Si ça se trouve, c'est un ballon qui pourrait être shoté que par des girafes et pas par des joueurs. Donc voilà, il n'y a pas de dépendance dans l'autre sens. Voilà. Donc pas confondre ici la connaissance d'un ballon pour la classe joueur ne dure que pendant une méthode. Dans ce cas-ci, c'est pas une association permanente, c'est une dépendance de classe. Contrairement à précédent, c'était carrément un attribut qui faisait partie soit en pointeur, soit en allocation statique vis-à-vis de la classe. Dans ce cas-là, c'était une association forte. Ici, c'est une dépendance. Alors, on peut avoir des dépendances de type composition. Donc la composition, si vous vous rappelez bien, c'est qu'on avait la voiture avec le moteur à l'intérieur. Et on peut avoir une composition qui n'est que temporaire, car, bon, prenons l'exemple, hein, on a ici la classe bazooka, et on a la méthode feu. Et à l'intérieur de cette méthode, je vais créer un objet qui va exister que pendant la méthode, c'est temporaire. Alors ici, c'est de l'allocation dynamique, donc j'ai un projectile qui sera un objet de type missile. Alors égal new, missile, machin, parenthèse, tout ça, j'ai pas mis, mais bon, vous imaginez bien. Puis j'utilise ici mon missile, et comme j'ai un new, après quand j'en ai plus besoin, je le delete, le missile, pour libérer la mémoire. Donc feu, le missile est créé, il fait sa vie, et puis le missile disparaît. Voilà, donc j'ai eu un lien entre bazooka et missile, mais que pendant la durée d'exécution de la méthode feu. Ça, c'est une dépendance de type composition. Alors, on peut avoir une autre forme, un peu particulière, c'est ceci. Donc, si vous regardez bien la méthode feu, maintenant elle renvoie une adresse de missile. Et donc quand je vais tirer sur feu, je vais créer mon missile, et à la fin, donc il fait sa vie, et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je n'efface pas le missile, je renvoie son adresse à la fonction ou l'objet qu'aurait tiré avec le bazooka. Donc j'ai créé un missile, mais je ne le détruis pas. Par contre, je fournis à l'objet qui a créé ce missile, enfin qui a tiré avec le bazooka, l'adresse du missile qui est parti. Comme ça, il peut continuer à le regarder vivre. Voilà, c'est quelque chose qui est possible aussi. Après, à un moment donné, il faudra bien faire un delete du missile, mais voilà. Ça, c'est une dépendance de type... je sais pas. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, il y a moyen de faire des trucs un peu hybrides. Et sinon, dans l'exemple, je retourne à l'exemple de gauche. Je l'ai fait en allocation dynamique, mais on aurait très bien pu le faire en allocation statique en faisant ceci. Donc, je vais dégager le pointeur, je fais un objet directement, projectile.va pour appeler la méthode, et puis j'ai pas besoin de delete, vu qu'il était statique, il se détruisait automatiquement quand je quittais la méthode ici. Donc dépendance de type composition, c'est dans mon objet je crée un autre objet, mais que pendant la durée d'une méthode. Voilà.
Et la dépendance de type je sais pas quoi, ben, on l'a créée que pendant la... parce que c'est pas très catholique hein, ce que j'ai fait là, mais on l'a créé pendant la méthode, et on renvoie l'adresse à l'objet qui a appelé le bazooka, et lui après gérera la vie du missile. Mais c'est une dépendance aussi. Car le bazooka doit connaître le missile pour pouvoir le créer. Enfin, il doit savoir que c'est quoi la classe missile. Donc il y a une dépendance. Alors on peut avoir des associations bidirectionnelles. Pour, par exemple ici entre la classe patron et la classe secrétaire. C'est une association purement professionnelle, hein, je vous rassure. Et donc pour ça, la classe patron doit savoir que la classe secrétaire existe, et la classe secrétaire doit savoir que la classe patron existe. Ça, c'est une catastrophe, point de vue code, en tout cas en C++, là, en l'état, si vous faites juste une classe patron et une classe secrétaire, les deux doivent s'inclure mutuellement, c'est compliqué. Voilà, c'est un truc que je déconseille, mais on en reparlera plus tard. Alors vous pouvez avoir les auto-associations, donc ici j'ai la classe boxeur. Bah oui, je ne vais pas faire deux boxeur 1 et boxeur 2 au niveau des classes, un boxeur sur un boxeur. Par contre, j'aurai deux objets, tous deux instances de la classe boxeur dans mon programme. Le boxeur rouge et le boxeur bleu, par exemple. Et donc, ces deux objets vont communiquer les uns avec les autres. Et donc, point de vue de la classe, c'est une auto-association. Regardons le code. Dans la classe boxeur, j'ai un attribut ici privé qui est un pointeur de boxeur, et ça sera l'ennemi. Donc ça sera l'adresse du gars. Donc si moi je suis boxeur rouge, mon ennemi sera l'adresse du boxeur bleu. Tant qu'à faire, là juste pour le fun, j'ai un entier en attributs qui sont mes points de vie. Et si je vais appeler ma méthode cogner, je vais appeler donc l'objet boxeur rouge. Si on appelle la méthode cogner de boxeur rouge, ça appellera la méthode I de ennemi. Et une méthode I, c'est quoi? Ça reçoit une valeur entière et ça retire des points de vie cette valeur entière. Donc la méthode cogner, donc si j'ai deux objets boxeur rouge avec la méthode cogner et la méthode I, voilà, et j'ai le boxeur bleu avec la méthode cogner et la méthode I. Quand je vais appeler la méthode cogner du boxeur rouge, il va appeler la méthode I du boxeur bleu. Et si c'est cogner du boxeur bleu, il va riposter, il va pas se laisser faire évidemment. Et lui, il va alors cogner à son tour le boxeur rouge s'il en a envie, à moins le boxeur rouge l'ait détruit du premier coup. Voilà, donc ça c'est une auto-association. Alors quelques petits exercices comme ça. Alors avec C++, à la différence de C# et Java, les paramètres ou arguments de vos différentes méthodes et fonctions, vous devez traiter les objets comme si c'était des variables. Donc, dire si vous faites une copie de votre objet, donc ou si vous faites une copie de votre variable, ou si vous envoyez l'adresse de votre variable, ou l'adresse de votre objet, ou si c'est une référence, histoire de clarifier les choses. Donc, voilà, vous êtes obligé de faire ça explicitement. Tandis que les autres, ils font ça de manière un petit peu cachée. C++, faut être précis. Du coup, voilà un super code très lisible. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ce code va afficher suite à son exécution? Alors, je ne vais pas faire une pause de 10 minutes là en vidéo, donc à vous de la faire, réfléchir. Ici, on va tout de suite passer à la réponse. Voilà ce que ça affiche. Alors, explication. Pourquoi ça affiche ça? On va décortiquer le code ensemble. Donc si vous avez trouvé ça, c'est très bien. Je vais faire comme défécateur, je vais vous dire, c'est très bien, vous prenez un point C++, et si vous n'avez pas trouvé ça, vous prenez un point Java. Voilà. Et on fera le compte en fin de vidéo, combien de points C++ ou combien de points Java vous avez. Donc, regardons un petit peu comment ça a fonctionné. Donc, on a le main. Donc, il faut commencer par décortiquer le main. Parce que si vous avez un main qui fait cout, coucou, return 0, vous avez perdu votre temps à décortiquer le reste du code et il ne servait à rien.
Donc on commence avec le main. Alors dans le main, qu'est-ce qu'on fait? On crée de manière statique un objet 1O1, qui est donc de type O1. Bah alors, on va aller voir ce qui se passe. Donc on va dans la classe 1O1. Y a-t-il un constructeur là-dedans? Il n'y a pas de constructeur. Non. Donc on s'en fout. On a créé un objet 1O1. Ok. Donc on a quelque part un objet 1O1 en mémoire. Voilà, il est rouge, il est là, il est en mémoire. Tout. Ensuite, on va appeler la méthode travail. Ah, il va faire quelque chose, le O1. Qu'est-ce qui se passe dans la méthode travail? Ah, ben, on va créer un objet O3 qui s'appelle 1O3. Apparemment, il y a un constructeur. Donc cet objet 1O3, il va être... J'aurais dû faire mon carré plus grand, je vais le refaire tout de suite. Voilà. On a donc un objet 1O3 qui se crée à l'intérieur de notre O1, vu qu'il est créé dans la méthode et qu'il est créé statiquement. On va avoir le constructeur de notre O3, et ce constructeur, ok, bah, il initialise l'attribut de O3 à la valeur 6. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, on a lien O2 qui est une adresse de type O2 qui est l'attribut de O1, va contenir la valeur d'un nouvel objet O2 créé, boum, quelque part en mémoire. Et donc on aura ici un petit pointeur qui permettra d'aller vers notre objet O2 qu'on a créé en mémoire. Donc O2 c'est en noir et O3 c'est en mauve. Voilà. Puis on appelle la méthode de lien O2 et on va lui dire traite. Donc c'est une méthode qui s'appelle traite O3 et on lui envoie un O3. Alors là, si vous regardez cette ligne là, on voit qu'on n'envoie pas l'adresse d'un O3, on envoie l'objet complètement. Car un O3, il est créé statiquement. Là, j'envoie l'objet complètement. Donc, en théorie, on est censé faire une copie de l'objet. Sauf que non. Et ouais. C'est une référence. Donc, c'est pas une copie de l'objet, c'est on va créer un alias sur cet objet, qui est lien O3. Donc, on va manipuler directement notre objet 1O3. Et on va faire quoi avec cet objet? On va incrémenter C. Donc, on va incrémenter la valeur de l'objet. Donc, le 6, il passe à 7. Et on l'affiche. Donc on affiche, boum, 7. Donc ça c'est le premier affichage qu'il y a là. Ensuite, ben voilà, la méthode est terminée, ok, on retourne ici. Et on rappelle cette même méthode, 1O3.affiche. Donc on va afficher 7. Donc, comme c'était ici une référence, on a travaillé directement sur l'objet 1O3. Ensuite, que se passe-t-il? Pour le fun, ça c'est pas dans l'exercice, mais une fois qu'on a fini cette méthode-là, voilà, le 1 est qu'on se barre du main. Non, avant de se barrer du main, une fois qu'on a fini cette méthode-là, ce qui a été créé statiquement ici se détruit. Qu'est-ce qui a été créé statiquement? Ben, le 1 au 3 a été créé statiquement. Lui, il disparaît. Pouf. Donc notre fameux 7, il disparaît. Voilà. Y a-t-il d'autre chose qui a été créé statiquement? Non. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, il y a O2 qui a été créé. Mais lui, il a été créé dynamiquement. Il y a eu un new. Donc, c'est pas statique, ça. Voilà. Donc, on a fini la méthode. Du coup, on se retrouve sur le return 0. Donc, on sort du main. Et quand on sort du main, tout ce qui a été créé statiquement dans le main se détruit. Qu'est-ce qui a été créé statiquement dans le main? 1 au 1 a été créé statiquement. Donc, lui disparaît. Voilà. Et voilà, le programme est coupé. Et que voit-on? Eh ben, il y a un objet qui reste en mémoire parce qu'on a oublié de le delete. Donc rappelez-vous toujours, un new, un delete. Moi j'ai un new ici, je vois un delete nulle part. Normalement on aurait dû le deleter une fois à la fin de la méthode. Mais bon, bref. L'exercice c'était de savoir qu'est-ce qu'on affichait. Vous avez ici l'explication. Alors, même question, autre code. Et en gros, le code, ben, je vous ai mis ici en jaune. Que ce qui a changé. C'est le même code. La seule ligne qui a changé, c'est ce qui est en jaune. Voilà, faites une pause, réfléchissez. Et maintenant, on va faire la réponse à cette question.
Eh ben, c'est ceux qui ont trouvé ça, ils ont un point C++, et ceux qui n'ont pas trouvé ça, ils ont un point Java. Donc, là, on va refaire la même chose, mais je vais aller un peu plus vite. Donc, on sait que quand on appelle la méthode, donc on a créé un O1 ici dans le mail. On appelle la méthode travail. Donc, dans la méthode travail, on va créer notre objet O3, qu'on initialise à 6. En même temps, on va créer notre objet O2 un petit peu plus loin avec le new O2 et on stocke son adresse dans notre attribut lien O2. Ça, c'est cette ligne-là. Puis, on appelle cette méthode-là. On envoie donc l'objet 1O3 complet. Et cette fois-ci, regardez, c'est plus une référence et c'est pas un pointeur non plus. Si c'était un pointeur, ça aurait pas compilé, parce qu'il sera attendu à avoir une adresse. Or, on envoie l'objet complet. Et ici, c'est pas une référence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? À l'intérieur de 2, il va nous faire une copie de l'objet 1O3. Donc, on va avoir un deuxième 6 qui existe quelque part en mémoire. Donc, sur le premier, celui de 1O1 et celui de 1O2, sur la copie. On incrémente, bah oui, on va incrémenter. Donc, si on incrémente le 6, ça passe à 7. Boum. On l'affiche, il affiche 7. Puis on sort ici de la méthode, donc la copie se détruit, elle disparaît. Voilà, elle disparaît. Parce que ce qui est créé ici, c'est une création statique. Donc une fois qu'on sort de la méthode, ça disparaît automatiquement. Et puis là, donc on se trouve maintenant ici, on veut afficher la valeur qui est dans 1O3. Vous voyez visuellement, on n'a pas touché finalement notre objet en 3, on est sur une copie. Donc c'est bien 6 qui apparaît. Et puis là, comme tantôt, on n'a pas corrigé le bug, donc le 1O3 disparaît quand on quitte la méthode ici du 1O1, et quand on quitte le main ici, le 1O1 disparaît, boum, et il nous reste le O2 en mémoire. Voilà. Même question, autre code. Donc de nouveau, voilà ce qui a changé. On a rajouté un astérisque ici. Alors je vous laisse réfléchir à ce qui se passe. Correction. Et ben voilà. Ça compile pas. Ça compile pas, pourquoi? Parce que vous envoyez un objet, donc un gros bidule, or qu'ici, on voit bien c'est un pointeur, donc lui il veut juste l'adresse de ce truc. Il veut pas le gros machin, il veut pas tout l'objet, il veut juste son adresse. Donc en fait c'est et un O3 qu'on aurait dû envoyer. Et pas le 1 en 3 tout seul. Donc ceux qui ont trouvé ça, un point C++, et ceux qui n'ont pas trouvé ça, un point Java. Oui, à la fin de la vidéo, si vous avez plus de points Java que de C++, il faudra peut-être penser à changer d'orientation, à faire assistante sociale ou je ne sais pas, mais pas ingénieur, quoi. Voilà. Enfin, je dis ça en boutade, hein, évidemment, il suffira de voir la vidéo quelques fois, et puis ça passera, j'imagine. Alors, même question, code différent. Je vous laisse réfléchir. Correction. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça compile pas? Vous n'avez pas trouvé? Eh ben, une erreur de syntaxe. Regardez. Là. Avec, comme ça, c'est devenu un pointeur. C'est censé être des flèches. Voilà. De nouveau, ceux qui avaient trouvé ça, un point C++, et ceux qui n'avaient pas trouvé ça, un point Java. On passe à la suite. Même question, autre code. Bon, cette fois, on a corrigé l'histoire des flèches. Hein. Donc maintenant, allez, je vous laisse réfléchir. Correction. Voilà.
Bah, ce code produit exactement la même chose que l'exercice 4.1, c'est juste la syntaxe qui est un peu différente, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire avec tous les petits carrés, c'est juste que, regardez bien, ici, on envoie donc bien l'adresse d'un O3, donc là, on a notre pointeur qui va recevoir l'adresse d'un O3, et donc on va appeler les méthodes de l'objet 1O3, lequel, bah, celui qui se trouve là. Et ça, quand on utilise les pointeurs, c'est flagrant. Il n'y a même pas besoin, d'aller regarder ce qui se passe là. On s'en fout. Car comme on voit qu'on envoie l'adresse, on se doute bien que le zigoto là-bas va modifier notre objet. Et ça, c'est la force, la clarté des pointeurs. En tout cas, on se doute bien qu'il potentiellement, il pourrait modifier notre objet. Tandis que dans les si on utilisait des références, bah, rien qu'en regardant la ligne ici, il n'y avait pas le « et ». Et du coup, on ne savait pas si de l'autre côté c'était une référence ou une copie d'objet. On n'avait pas l'info. Tandis qu'ici, rien qu'avec cette ligne-là, il n'y a pas de doute. On sait que de l'autre côté, c'est un pointeur. C'est pour ça que moi, j'aime pas les références et que je préfère les pointeurs. Voilà, alors ceux qui avaient trouvé ça, ils ont un point C++. Et ceux qui n'avaient pas trouvé ça, ils ont 1 million de points Java. Alors, dernier exercice pour 1 million de points C++, au cas où Enric aurait raté le précédent. Alors, bon ben voilà le code. Et donc la question c'est, qu'est-ce que ce code va afficher? Alors, je vous laisse regarder. Et maintenant, on va passer à la correction. Alors, voilà ce qui se passe. Alors, ceux qui ont trouvé ça, 1 million de points C++, et ceux qui n'ont pas trouvé ça, un point Java. Donc, bah expliquons. On va commencer avec le main. Ici, hop, on a une variable dans le main i qui vaut 5. Donc on a i qui vaut 5. Voilà. Puis on a un appel de fonction où on envoie i. Allons voir la fonction. Elle est ici. Tac. Donc nous créons un i dans la fonction. Voilà. Donc je vais le mettre en bleu plus clair. Voilà. Et donc ce i, il y a un nouveau i, le i local à la fonction test qui est créé et qui prend la valeur 5. Puis on fait i++. Ben, c'est le i local qui est modifié et il va prendre la valeur du coup 6. On affiche cette valeur, enfin là, et on a bien le 6 qui est là. À cette étape-ci maintenant, on quitte la fonction et du coup notre i qui vaut 6 disparaît. C'était le i local à la fonction. Puis nous créons un objet, un test de type Brol de manière statique. Donc on va aller voir Brol, donc il y a un objet qui se crée. Bon. Bon. Voilà. Ça c'est un test. Et dedans, il y a un entier i, donc il a un attribut privé i, et on voit que dans le constructeur, on initialise cet attribut avec le i reçu. Donc, il y a un i temporaire qui se crée, mais je ne vais pas le faire. On va directement faire le résultat. Il y a donc notre attribut i dedans qui vaut 5. Voilà. Puis on a un pointeur qui s'appelle un autre test. Donc lui, il est là quelque part. Voilà, boum. Ça, c'est notre pointeur, un autre test. Et on crée un objet de type Brol quelque part en mémoire, on ne sait pas où. Là, par exemple. Qui sera initialisé à 5, donc il y aura aussi son petit i qui vaut 5. Et un autre test, il pointe vers notre objet quelque part en mémoire de type Brol qui contient un i qui vaut 5. Ok. Là, on a préparé le terrain. Alors, go, on va voir ce qui se passe plus bas. Donc, on a la fonction, on a la fonction test avec un T majuscule, dans laquelle on va envoyer l'objet 1 test et le i du main. Donc, le i du main, il vaut toujours 5, et le 1 test, il a un i qui vaut 5. Donc la fonction test majuscule, elle est ici, elle reçoit un objet de type Brol,
c'est pas un pointeur, c'est pas une référence, du coup, ça veut dire qu'on va avoir une copie qui se crée de notre objet un test. Pouf. Et on a une copie du i reçu, donc on aura un i5, voilà, en mémoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va incrémenter notre copie d'objet, on va incrémenter de i case. Donc on va rajouter i valeur à l'attribut de l'objet. I vaut 5, et donc on va additionner ça au i de notre objet, et donc notre i va passer à 10. 5 plus 5 égale 10. Oula, référence à Antoine Daniel. Donc, on a bien la valeur 10 dans notre copie d'objet. Et puis, la fonction s'arrête. La fonction s'arrête, donc on a ce stade-ci, la fonction s'arrête. Du coup, notre objet, notre copie d'objet, elle était créée ici. Et notre i là a été créé là. Donc ces deux-là disparaissent une fois qu'on arrive là. C'est ce qui se passe. I disparaissent. Voilà. Ça valait bien la peine que je perde mon temps à les écrire pour me les faire disparaître tout de suite. Mais enfin voilà, c'est le code. Bon. Ok. On a cette étape-là. Du coup, maintenant, on est là. Et on appelle la méthode getI de notre objet inTest. GetI qui affiche donc i à l'écran. Et si on regarde bien notre objet inTest, il est ici. I vaut toujours 5. Boum, boum. Voilà. Ok. Bon, ligne suivante. On appelle la méthode, la fonction test2 en envoyant de nouveau l'objet et la variable i qui tous les deux valent encore 5. Test2 cette fois-ci, regardez, il y a une saloperie de référence ici, ce qui veut donc dire que le 1 test ici sera un alias, tac, comme ça, vers notre objet 1 test. Et le i ici sera une copie du i5 qui est dans le main. Et donc on va incrémenter de 5 cases le i de notre référence, mais donc qui correspond au i qu'il y a dans le main. On se barre du main, on se barre de la fonction ici, donc notre référence disparaît. Et on se retrouve à la ligne ici à afficher le contenu de notre objet inTest. Et vous voyez bien qu'il vaut 10. Ok. Bon, étape suivante. On recommence avec la fonction inTest, la fonction test t majuscule, mais cette fois-ci, nous envoyons astérisque un autre test. Donc, un autre test tout seul, c'est ici, c'est le pointeur. Si j'envoie un autre test tout seul, je vais envoyer l'adresse contenue dans le pointeur. Et moi, c'est pas l'adresse que je vais envoyer, c'est l'objet pointé. Du coup, c'est pour ça qu'il y a le astérisque ici devant. Donc, on va envoyer l'objet pointé, donc celui-ci, à la fonction test. La fonction test s'attend bien à recevoir un objet, ça se voit là, il n'y a pas d'astérisque pour dire que c'est un pointeur, ni il n'y a pas d'astérisque, donc il reçoit un objet, et donc c'est pas une référence non plus, donc ce sera une copie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Pouf, il y a une copie de cet objet-là qui est créé. Voilà. Et puis il y a une copie du i du main qui est créé, qui lui, il vaut toujours 5. Donc on rajoute, vu qu'on l'appelle incrémenté, on rajoute du coup 5 à cette valeur-là. Voilà, boum, hop, ça vaut maintenant 10. Et arrivé là, voilà, ici, hop, on se barre de la méthode. Donc tout ce qui a été créé dans la fonction, tout ce qui a été créé dans la fonction disparaît. Voilà, j'ai encore bien perdu mon temps. Hop, 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 hop. On arrive ici, on affiche le contenu d'un autre test. On n'y a pas touché. Vous voyez bien qu'on n'y a pas touché. Donc, il vaut 5. Allez, dernière étape. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Est-ce que l'orange, ça se voit? C'est pas top. Du noir. Non, c'est nul aussi. Bleu clair. Oui, ça c'est bien, ça. Ok. Donc, on appelle cette fois-ci test 2. On envoie de nouveau l'objet ici, qu'on va envoyer, cette fois-ci à test 2. Donc, mais test 2, c'est une référence. Donc, on va créer un alias,
ça devient vite le bordel là. Je vais supprimer 2-3 trucs. Pouf, 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 pouf. Voilà, donc on a créé un alias vers notre objet qui est en mémoire, donc on y accède directement. On va du coup lui incrémenter son attribut de 5 cases, et donc il va passer à 10. On se barre de la fonction, du coup tout ce qui a été créé là, donc la référence disparaît, hop, et donc arrivé dans le main, on affiche le contenu de notre objet pointé par le pointeur à notre test, et on a bien ici la valeur 10. Voilà l'explication de cet exercice. Et donc, pour clôturer cette vidéo et ce sous-chapitre, un petit TP. Donc ici, voilà, c'est le reste de la séance sera consacré à ce TP, où il vous est demandé donc de créer deux classes, une classe lampe et une classe bouton. C'est dans le sens de bouton poussoir, pas interrupteur. Hein. On fait un bouton poussoir pour allumer une lampe, c'est ça l'idée. Et donc on va créer 3 boutons et 2 lampes. Les 2 premiers boutons commandent la première lampe et le dernier bouton commande la seconde lampe. Voilà. Et donc, si la lampe est allumée et que j'appuie sur un bouton, la lampe se coupe. Et si elle est éteinte et que j'appuie sur un bouton, la lampe s'allume. Voilà, c'est l'idée. Donc c'est des boutons poussoirs, pas des interrupteurs. Donc il n'y a pas de statut on-off sur un bouton. Par contre, la lampe elle est allumée ou éteinte. Et donc dans le main, vous voyez, il y a une boucle. Hein, on demande à l'utilisateur, tu veux faire quoi? Tu appuies sur bouton 1, bouton 2, bouton 3, ou bien tu te barres, c'est ce qui est demandé. Le gars ici il a appuyé sur 1, donc on appuie sur bouton 1. Donc, pour rappel, bouton 1 et bouton 2 font aller la lampe 1, et bouton 3, la lampe 2. Et donc on voit que la lampe 1 est allumée et la lampe 2 coupée. Puis le gars appuie sur 1, lampe 1 coupée, il appuie sur 1, lampe 1 allumée, il appuie sur 2, lampe 1 éteinte, il appuie sur 3, du coup il commande la lampe 2, il appuie sur 2, donc il recommande la lampe 1, il appuie sur 3, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on a marre, il se casse, et donc le programme se termine. Voilà ce qui vous est demandé de faire. La suite au prochain épisode.